On y va. Voilà. Eh bien, bonjour. Voilà, c'est Isabelle. Bonjour On est, Isabelle. alors, bonjour Romain, j'allais te présenter. Voilà, tu me devances. Bonjour Romain. On est le 22 juin 2020 et j'enregistre donc une rencontre avec Romain. Donc, officiellement, bonjour Romain. Et dans le cadre donc, du projet Mosaic of Life, une mosaïque de la vie. Alors, merci beaucoup Romain d'être là, d'avoir accepté de rentrer dans le projet. Et juste pour commencer, je vais juste te demander comment tu te sens là à l'idée de commencer cette heure d'interview open. Bonjour Isabelle à nouveau. Merci de l'invitation, merci d'avoir pensé à moi. Écoute, je me sens plutôt calme et bien et ouvert et surtout enthousiaste à l'idée de participer à ton projet. Je pense que j'aurais appréhendé cette situation il y a encore quelques mois ou quelques années, mais qu'aujourd'hui, je l'aborde de manière plutôt posée et apaisée. Donc, je pense que voilà, je pense que je suis prêt à faire face à la caméra, à moi-même ou à toi. Et donc, je suis pas nerveux, ça va. Je suis tout à fait ouvert à l'exercice ou à l'opportunité qui s'offre. C'est génial, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien que tu nous mets l'eau à la bouche. Voilà, tu dis, j'aurais pas été comme ça avant, donc on va entendre petit à petit quel est cet avant et qui tu es maintenant, mais on va pas aller ça trop directement. On va y aller tranquillement. On se connaît un petit peu, on s'est croisés quelques fois, on a une connaissance commune qui est ton frère, qui était mon voisin. Donc voilà, je ne connais pas beaucoup de choses de toi. Et alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter un petit peu comment ça a commencé pour toi? À quel endroit tu as pointé ton nez? Dans quel genre d'environnement? Qui était là avant toi, autour de toi? C'était où? Tu veux nous faire un petit panneau, une petite histoire là, de comment ça a Oui, commencé? alors on a tous un parcours, une biographie, si je peux dire. Donc, moi c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements de pays et ça a commencé assez tôt. Donc, je vais commencer peut-être au départ. Ça Voilà, risque c'est de ça, c'est la question. prendre un peu de Voilà. temps. Ça Qui va était prendre un petit là? peu de temps. Voilà, mais... Voilà. Qui était là quand tu es arrivé? Qui était autour de toi? Comment as-tu été Alors, moi, accueilli? je suis arrivé dans ce monde en Suisse, en fait, dans une famille de mes deux parents étaient suisses. Ma mère suisse-allemande de Berne à l'origine, mon père de Lausanne. Donc, je suis né en 1973 à Genève, juste à côté de Genève. Donc aujourd'hui, j'ai 47 ans. Je suis né de parents plutôt intellectuels, plutôt des gens éduqués, sensibles, qui avaient euh, beaucoup de curiosité intellectuelle, beaucoup de curiosité esthétique et qui se sont rencontrés donc dans les années 70. Enfin, non, en fait, non, fin des années 60. J'ai un frère qui est né en 1970, donc 3 ans avant moi. Et puis ensuite, moi, je suis arrivé en 1973. J'ai vécu à Genève, en Suisse, jusqu'à l'âge de 7 ans. Très tôt, en fait, mes parents se sont divorcés. J'en ai pas de souvenirs clairs, ou même pas de souvenirs du tout, en fait. Je crois que mon père a quitté le foyer familial quand j'avais 2 ans, parce que la vie en couple était difficile, même s'il y avait beaucoup de tendresse, d'amour et de respect. Et d'ailleurs, leur contact a été toujours assez bon et donc il n'y a
pas d'amertume, il n'y a pas eu d'amertume vis-à-vis de ça que j'ai pu constater. Mais en tout cas, mon père n'était pas à la maison quand j'ai grandi. Il était présent à nos côtés, il nous voyait régulièrement, comme un père divorcé et responsable peut le faire. Et puis à l'âge de 7 ans, en fait, ma mère a décidé de quitter la Suisse après avoir rencontré un nouvel homme, un nouvel compagnon qui était français. Et elle a eu l'idée de déménager à Paris pendant une année, avec l'idée de revenir à Genève. Et en fait, elle n'est jamais revenue, en tout cas pas dans les délais qu'elle avait en tête. Donc on a déménagé à l'âge de 7 ans à Paris, où ensuite j'ai commencé ma scolarité en France, ce qui était un choc assez important culturellement et académiquement, parce que les choses se font assez différemment. Et puis j'ai vécu à Paris de manière ininterrompue jusqu'en 1995. Donc je suis arrivé là-bas en 1980. Pour ceux d'entre nous qui connaissaient cette période de l'histoire en France, Mitterrand a été élu un an plus tard. Je m'en souviens, j'avais 8 ans. Et puis, donc, j'ai fait mes années d'école élémentaire, j'ai terminé là-bas, puis après le collège, le lycée. Et puis, j'étais plutôt bon élève. J'ai sauté une classe très jeune, à l'âge de 8 ans, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée rétrospectivement, parce que après, on a toujours l'impression de devoir un peu rattraper, au lieu d'être à l'aise dans sa classe et dans son niveau, on est un petit peu mis à mal dans une classe supérieure où on doit se prouver ou rattraper en fait des concepts qu'on n'a pas pu vraiment apprendre et appréhender à son rythme. Et donc, si c'était à refaire, je crois que je ne le ferais pas. Et je crois que mes parents ne le feraient pas, ma mère ne le ferait pas. Elle n'a pas poussé, c'est les profs qui avaient à l'époque suggéré cela. Donc voilà, donc ça c'est une petite chose, je pense, qui a eu un impact sur moi, parce que grande partie de ma vie, j'ai été dans une position où j'étais pas forcément complètement en confiance et pensais devoir me prouver ou rattraper, ou comme si les autres savaient plus que moi. Donc, c'est peut-être lié à ça, c'est peut-être lié à d'autres choses. En tout cas, c'est un des facteurs que j'ai pu identifier comme étant un fait assez marquant dans mon enfance. Et puis en fait, j'ai eu un parcours assez stable personnellement, d'adolescent parisien, etc. Actif, curieux, plutôt porté sur la musique. Je faisais partie d'un groupe, j'étais batteur, donc j'avais tout un univers à moi d'adolescent. C'était à quel âge ça? J'ai commencé assez tard, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à jouer de la musique. Et puis j'ai joué jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Puis après, en fait, abruptement, tout ça est un peu passé à la trappe, en tout cas a été mis de côté, et j'ai jamais vraiment pu reprendre ou voulu reprendre ou j'ai pris le. J'ai souvent voulu, mais le temps m'a beaucoup manqué après par la suite, et donc toute une activité artistique que j'avais à l'époque, bah, je l'ai pas développée, j'ai pas pu la nourrir. Donc voilà, c'est quelque chose qui a plutôt nourri mon adolescence, et j'ai parfois des regrets. J'aurais bien voulu pouvoir continuer, mais bon, la vie m'a porté sur d'autres voies. Euh, et puis, en fait, j'étais très intéressé par la philo,
qui pour moi me nourrissait. Donc j'avais fait un bac scientifique et puis en terminale, au lieu de faire une prépa comme beaucoup des élèves qui étaient en classe avec moi, qui étaient dans un grand lycée à Paris, j'ai décidé de faire la fac et puis d'aller à l'université et d'étudier la philo. Donc j'étais un peu un mouton noir. Non seulement le choix de la discipline, le choix de l'université, pas des classes préparatoires, etc. Et puis j'étais très porté là-dessus parce que j'étais très intéressé, parce que je crois que naturellement, je suis plutôt quelqu'un qui, on va dire, est littéraire et dans son milieu, dans sa zone de confort, dans son milieu naturel, plutôt avec les lettres qu'avec les chiffres. Euh, mais après 2 ans, et je l'ai fait aussi parce que j'avais une forte proximité intellectuelle avec mon père, qui lui-même avait étudié la philo, était un intellectuel et avait été prof de philo, etc. Et donc j'avais peut-être une sorte d'interlocuteur et de dialogue assez privilégié avec lui. Et puis Et puis donc, je me suis beaucoup investi là-dedans, mais en même temps, c'est là où les choses sont pas toujours aussi faciles quand on essaye de se construire. J'avais un peu une appréhension en fait par rapport à la philo, par rapport aux débouchés professionnels, par rapport à ce que ça signifiait pour moi dans le futur, parce que dans l'avenir, parce que j'avais sous les yeux l'exemple de mon père qui était à ce niveau-là un peu un contre-exemple, qu'il il avait eu beaucoup de difficultés financièrement toute sa vie, beaucoup de difficultés à, à trouver une profession stable, à trouver sa place d'un point de vue professionnel, et il avait toujours eu des difficultés financières. Euh, et donc, au bout de 2 ans, en fait, après avoir parlé avec mon frère, qui était lui ingénieur, et ma mère, j'ai décidé de continuer la philo, mais en parallèle de passer des concours pour des admissions parallèles à une école de commerce, à l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, qui était une des premières écoles qui ouvrait en fait les admissions à des gens qui n'avaient pas fait les classes préparatoires. Et donc j'ai été admis, et donc je faisais un peu le grand écart entre une licence de philo à la Sorbonne et puis cette école de commerce. Et puis j'étais d'une certaine manière ni complètement dans la philo, parce que c'était un petit peu j'y passais, j'étais pas l'intégralité de mes études, et j'avais ouvert mon champ d'intérêt et de social aussi à ce cercle de l'école de commerce. Et puis l'école de commerce, j'y suis allé plutôt de manière pragmatique, sans grande conviction académique ou intellectuelle, sachant que bon, c'était plutôt appliqué et pas la grande aventure intellectuelle que j'avais pu vivre en faisant des études de philo préalablement. Et donc là, j'ai une sorte un peu de grand écart qui a commencé et que j'ai porté en moi en fait toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Enfin un peu moins depuis certains mois, mais on y reviendra. Mais où j'étais pas totalement moi-même dans cette école de commerce, ou ensuite dans le monde des affaires que j'ai pu rejoindre, et pas non plus moi-même complètement dans les études de philo ou dans une carrière philosophique que j'appréhendais. Et j'ai essayé, en fait, au début, de réconcilier les chiffres et les lettres, si je peux dire, en envisageant une carrière dans l'édition. Et il y avait une longue tradition, une longue tradition d'édition dans ma famille, avec mon oncle qui avait une maison d'édition qui portait son nom, et puis mes cousins, etc. Et puis en fait, je suis arrivé un moment un peu tardif sur ce secteur de l'édition, où il y avait pas vraiment
de débouchés. Et puis après, l'édition a été très perturbée par le digital. Et donc, bon, la voie de l'édition, c'est pas vraiment ouverte à moi. Je pense que si j'avais si j'avais eu 20 ans dans les années 60 ou 70, j'aurais probablement été éditeur, mais on ne refait pas le passé, c'est comme ça. Et donc en fait, j'ai pris une autre voie, et puis mon frère Alex, que tu connais, était parti dans la Silicon Valley. Je devais faire ma coopération à l'époque, puisque je n'avais pas fait de service militaire en France, mais Donc devait le là, faire on est en en quelle année? Quelles donc années? là, on est en 95, 87. Donc, j'ai omis de mentionner bon, il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais j'étais très germanophile à l'époque. Donc, j'avais passé beaucoup de temps en Allemagne, à Berlin. J'avais eu mes petites amies en Allemagne, mais très jeune. Je passais beaucoup de temps en Allemagne dès l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et puis à l'âge de 22 ans, j'ai quitté Paris, j'étais toujours à l'ESCP, j'ai fait un accord d'échange avec l'université en Allemagne dans le cadre de l'ESCP, qui m'a permis en fait de repartir vers des études un peu plus universitaires parce que l'accord d'échange se faisait avec une université, donc on va dire un savoir un peu moins appliqué, un peu plus abstrait et théorique, ce qui me convenait mieux d'un point de vue intellectuel. Donc, j'ai vécu 1 an et demi à Berlin dans les années 94-95. En fait, 95, début 96. Et puis, je suis revenu à Paris. Donc là, j'ai eu un double diplôme. Puis, je suis revenu à Paris pour terminer le SCP, donc à 96. Donc, je sais pas, j'avais 25 ans. Et donc, je devais remplir mes obligations militaires, ou en tout cas de service civil. Et donc, j'ai fait une coopération aux États-Unis, dans la Silicon Valley, dans une entreprise de technologie qui avait été cofondée par un Français et qui avait donc pu trouver un moyen de créer des postes pour des coopérants. Et donc j'étais venu et comme je l'ai mentionné, ça avait été facilité en fait par Alex qui avait été ici et qui connaissait la société et qui était déjà ici à l'époque. Donc en 96, je suis arrivé en décembre 96 dans la Silicon Valley. Euh, et puis j'y suis arrivé un peu de manière assez opportuniste en fait. J'avais un frère qui était là, j'avais une possibilité de faire une coopération. Et puis, il fallait que je trouve une coopération. C'était à l'étranger. Donc, ça s'est donné. J'avais ni de passion pour la technologie, ni vraiment de conscience claire de ce qu'était ce monde des startups déjà à l'époque ici, alors que ce mot n'était même pas connu en France. Et donc je suis venu en 96. Avant ça, en fait, quand je défile comme ça le cours des Oui, parce que décisions, des c'est événements, il y a des choses c'est ce qui me que j'étais en reviennent. train de sentir, hein. Je me dis, oh là, c'est tout un fil, tout un fil, tout un fil, tout un fil, tu t'arrêtes plus, tu t'arrêtes plus. Voilà, il y a des choses qui, en fait, quand j'étais en philo, avant de faire, en fait, avant même la philo, avant de commencer, à l'âge de 17 ans, donc après mon bac, euh, en septembre-octobre, bah, tout le monde était en classe préparatoire et moi, je n'étais pas encore plus en classe préparatoire parce que je ne faisais pas de classe préparatoire, je faisais l'université. Donc, l'université recommençait plus tard, elle commençait en octobre. Donc, il y avait une sorte de grand vide autour de moi avec tous ces gens que je connaissais qui étaient qui étaient bons élèves, parce qu'on était tous dans un grand lycée Janson de Sailly à Paris, etc. Et donc, il y avait un grand vide et j'ai eu une sorte de crise existentielle où je me suis senti très perdu en fait, très perdu. C'est la première fois que ça me frappait comme ça, avec des attaques de panique, avec des symptômes en fait cliniques de de mal-être, d'anxiété, de dépression, etc. Et puis c'est passé après quelques mois, mais avec toujours quand même une sorte d'anxiété de fond. Mais alors, Euh,
Je voulais, là, Voilà. j'ai envie de demander quelle était à cet exact moment, par exemple, la place de ta mère. Parce que tu as parlé de tes parents en disant qu'ils étaient sensibles, et il y a plusieurs façons d'entendre le mot sensible. Et je sais que ta mère est quelqu'un qu'on appelle sensible dans ses perceptions. Est-ce que c'est quelque chose dont tu peux parler et qui a accompagné peut-être cette période particulière? Comment ça l'a accompagné ou pas? Alors, à l'époque, j'habitais seul à Paris. Donc, mon père habitait à Genève. Il n'a jamais déménagé à Paris. Lui, il était resté en Suisse quand, à l'âge de 7 ans, lors du déménagement en Suisse, quand j'avais 7 ans. Ma mère, elle, avait été restée avec nous en Suisse jusqu'à environ une année avant mon bac, jusqu'à ce que j'ai 16 ans. Et À Paris, tu veux dire? à Paris, elle avait Quel- eu ensuite, j'ai aussi une demi-sœur, Catherine, qui habite dans le sud de la France et qui est donc la dernière fille de ma mère, qui s'était remariée avec ce compagnon français qu'elle avait rencontré et qui est devenu son mari, qui est devenu aussi le père de son dernier enfant, donc ma sœur Catherine. Et donc ma mère ensuite s'est séparée de Jean-Paul, qui était le père de Catherine, et elle a décidé de rentrer en Suisse, à Bâle, où elle avait trouvé, où on lui a offert de prendre la direction d'une école, du programme de psychomotricité dans une école qui donc enseignait la psychomotricité, qui est une discipline qui est peut-être pas aussi connue en France, mais qui est assez bien établie en Suisse, puisqu'elle a été d'une certaine manière inventée par Piaget, un intellectuel qui a eu une contribution très importante dans le champ de la psychologie de l'enfant, notamment. Et donc elle a pris ce poste, et ce qui lui a permis de revenir un peu plus dans le monde professionnel après une interruption de quelques années avec ses enfants, et donc je suis resté dans l'appartement familial à Paris, donc assez jeune. On a été responsabilisé très tôt par notre mère, peut-être trop tôt. En tout cas, il y a toujours du positif et du moins positif dans la vie, dans toutes les expériences qu'on a. Et donc, à l'époque, quand j'ai eu cette crise existentielle, elle a été présente, mais pas tout à fait, comment dire, elle savait pas trop de quoi ça retournait. Moi-même, j'arrivais pas trop à thématiser la chose, à la verbaliser, à la catégoriser. C'était du vécu. J'en étais plutôt je le subissais, quoi. Mon père avait lui-même un historique assez important d'anxiété, de dépression, etc. Donc, j'en ai pas trop parlé, et j'avais pas trop fait le lien à l'époque, parce que je pensais que c'était très lié au fait que l'université n'avait pas commencé, que je faisais passer un vide, etc. Et en fait, c'est vrai, mais je pense que ça a réveillé ou révélé des choses plus profondes, plus enfouies, et qui étaient peut-être une sorte de prédisposition psychique, nerveuse, existentielle que j'avais à, à des états plus vulnérables où je me cherchais, en fait. Et en fait, j'ai eu cette espèce d'interrogation existentielle et de besoin de trouver une vocation pendant très longtemps. Et donc, cette brèche, elle s'est ouverte à 17 ans de manière claire, enfin, en tout cas, de manière forte. Et après, elle m'a suivi. Et toute ma vie, je me suis beaucoup épuisé et inquiété à trouver ma voie. Et donc, quel que soit
les professions, les positions, les fonctions, les pays, les femmes, les enfants, l'environnement dans lequel j'étais. J'avais toujours une sorte d'angoisse existentielle qui me taraudait euh, et qui était vissée au corps, quoi. Et qui m'a fait prendre parfois des virages un peu brusques et qui m'a beaucoup pris d'énergie. En fait. Et donc, ma mère, à l'époque, je crois qu'elle était consciente de ce que je vivais. Elle n'avait pas vraiment de réponse. Elle était présente à mes côtés. Elle est venue à Paris. J'allais régulièrement en Suisse. Donc, il y avait et puis un contact téléphonique très, très fréquent. Et on a toujours eu des liens très proches. Mais bon, je faisais face à mes propres démons, quoi. Donc, qui sont peut-être assez courants chez certains adolescents ou certains jeunes, mais j'ai pas été mis sur des rails. Et donc, j'avais un peu aussi l'embarras du choix, l'embarras des options. Et en fait, ces décisions me semblaient extrêmement difficiles à prendre. Donc, j'étais assez indécis, assez irrésolu. Je me souviens d'un prof de philo qui, une fois, m'avait dit l'irrésolution, le plus grand de tous les maux. C'était une citation de Descartes, je crois. Et puis, tout à l'heure, je disais, il y a des choses qui me reviennent à la mémoire en parlant de tout ça. C'est que, en fait, même après ma première année de philo, je m'étais inscrit en droit en parallèle. Donc, avant même l'école de commerce, j'avais déjà essayé quelque part d'avoir une police d'assurance, si je puis dire, pour avoir une sorte de deuxième voie qui me donne un point d'appui plus pratique qui me permette de gagner ma vie, en fait, parce que j'avais cette espèce de contre-exemple du père qui était un petit peu à la fois mon modèle naturel auprès duquel je me sentais proche et d'un autre côté qui fonctionnait en contre-exemple parce que je voyais qu'il avait beaucoup lutté, beaucoup peiné, que l'argent avait été un problème toute sa vie, qu'il vivait dans des conditions très simples et qu'il était souvent miné par l'angoisse de l'argent. Et Et puis ça, en fait, c'est un niveau de conscience que tu avais là à 17 ans, 18 ans. ouais, Quelque 18, chose que 19 tu ans. Ouais, savais. ouais, ouais. Et donc, il fallait que tu ailles contre, il fallait que tu te battes contre ça. Voilà. Il fallait que je trouve, que je l'aménage des choix Et, pour que pour que je puisse éviter de tomber dans les mêmes écueils, en fait. Et donc, ce thème de l'argent, en fait, a été un thème toute ma vie, parce qu'en fait, c'est un thème qui cristallise de nouveau un grand écart, en fait. C'est d'un côté, j'en avais envie, j'en voulais, parce que parce que c'était une garantie de stabilité et la possibilité d'une certaine liberté d'action. Et d'un autre côté, j'avais beaucoup de mépris pour l'argent parce que j'ai grandi dans un environnement où on se méfiait de l'argent, où, où mon père, par peur ou par mépris, ou les deux, considérait que l'argent corrompait. Et donc corrompait le cœur, l'esprit, et qu'il fallait s'en méfier. Et donc, j'ai pris des choix où, de nouveau, j'ai créé des situations un peu impossibles où c'est l'échec des deux côtés, quoi. C'est soit on en gagne et puis on est corrompu, soit on n'en gagne pas et on n'est pas libre ou on est insécurisé. Quand on en gagne, mais sans vraiment en être fier et sans s'en valoriser et sans vouloir vraiment le dépenser ni le montrer. Et quand on n'en gagne pas, ben on aimerait en avoir, mais en même temps, donc voilà, des relations très tiraillées à l'argent qui sont en fait un peu
du même acabit que ce que je racontais avant par rapport aux études. C'est ça, exactement. Voilà, donc la philo, j'ai noté ça, hein, c'est ton appel de cœur, voilà, c'est ton âme, c'est c'est ce qui est ton bon endroit. Et voilà, et tu vas à l'encontre de ça, tu fais un choix pragmatique à l'encontre de ça pour pouvoir essayer de répondre à cette ambivalence terrible de qu'est-ce que je fais avec l'argent. Et alors, donc ça, c'était à 25 ans, Et avant c'est pas que 45 l'argent, ans, c'est pas que l'argent, excuse-moi Isabelle, c'est bien pas que sûr, l'argent, bien c'est-à-dire sûr. qu'en fait, j'avais un père qui était très intellectuel et très académique, très professoral et très abstrait et qui correspond un peu à la caricature de l'intellectuel qui est dans les nuages. Et donc qui n'adhère plus à la réalité, qui n'est pas ancré. Ok. Mmh, mmh. Et donc il y avait l'argent, mais il y avait aussi avec ça une figure un peu hors sol qui est un peu qui manque d'adhérence. Et du côté de mon père, du côté de mon frère et du côté de ma mère, qui étaient deux autres influences importantes, bien entendu, ben, j'entendais des encouragements d'une autre nature. C'était plutôt essaye de trouver, méfie-toi d'une voix qui. C'est plutôt de la méfiance. Donc, c'est pas que pour l'argent, mais c'est fais attention. Tu as tendance à déjà être cérébral si tu n'essaie pas de contrecarrer cette tendance naturelle par quelque chose de plus pragmatique, par un ancrage dans la réalité, dans une vie professionnelle peut-être moins académique et un peu plus pratique. Si tu ne fais pas attention, tu risques de finir comme ton père, quoi. Et donc, donc, il y avait aussi ça. C'était pas que l'argent, c'était aussi. Mais tout ça, c'est un peu le même thème. Hein, mais c'était aussi l'ancrage en fait dans la vie pratique. Et il n'y a pas Dans que les une lettres. réalité. Il n'y a pas que les lettres. Il y a aussi les chiffres. D'accord. Ancrage dans la réalité. Voilà. Et alors, 20 ans après, là, à peu près, qu'est-ce Alors, que… mais c'est pas facile parce qu'en fait, c'est pas facile que de le vivre parce à un certain point, on fait tous preuve, on peut faire preuve d'élasticité et on peut adopter, d'abord s'entraîner mentalement et puis devenir bon sur des sujets qui sont pas forcément des sujets qu'on maîtrise naturellement, mais à force de travail, de détermination, on peut aller loin dans beaucoup de disciplines. Et donc on peut très bien surmonter des appréhensions ou des faiblesses ou des dimensions où on est moins fort naturellement. Mais en se faisant, on peut aussi se passer en force, se renier, ne pas s'écouter, Alors, se faire justement, mal. vas-y. Donc, c'est cette ligne qui est difficile à trouver. C'est à la fois de pouvoir faire preuve de fluidité pour grandir et ne pas être que dans sa zone de confort et se dépasser pour être plus grand, plus large, plus complet, plus, je sais pas, plus vaste. Et d'un autre côté, rester fidèle à soi-même fondamentalement. Et fidèle à soi-même, à son cœur, en fait. Hein, ne pas faire les choses trop à contre-cœur. Voilà. Et donc, j'ai pas forcément la réponse, en fait. Hein, mais donc, moi, pendant 20 ans, j'ai Tu as joué sur l'élastique, justement, j'ai pendant joué 20 beaucoup ans. sur l'élastique. J'ai joué beaucoup sur Voilà. l'élastique et je l'ai beaucoup joué. Euh, je l'ai joué. Après, l'élastique m'a permis de faire énormément de choses dans ma vie, qui a été très entière. J'ai vécu en Allemagne, comme je disais, à la fin de mes études. Après, je suis déménagé en Californie. J'ai vécu 5 ans en Californie.
Là, j'avais à l'époque, de 96 à 2001, j'avais essayé de revenir en Europe parce que d'abord, je me sentais pas vraiment complètement à la maison en Californie. Et puis, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je revienne vers quelque chose en dehors du business, qui soit plus de nouveau en accord avec mon être profond. Donc, peut-être quelque chose de plus. J'avais pensé aux relations internationales, à la diplomatie, à d'autres choses. Bon. Et puis, après, en fait, entre-temps, j'ai rencontré Kim en Californie, qui allait devenir ma femme et la mère de mes enfants. En 2001, ensuite, je suis reparti en Europe avec Kim. On s'est mariés en France. Ensuite, je suis reparti une année faire des études. J'ai fait un MBA à l'INSEAD pour, d'une certaine manière, clore ce sujet Qu'est-ce que des c'est études. C'était un peu l'INSEAD? redondant avec ce que j'avais fait avec l'école de commerce, mais c'était plus international, à mon sens, plus prestigieux et plus en accord avec moi-même, parce que c'était quand même moins franco-français, plus ouvert à des gens comme moi qui avaient déjà vécu dans beaucoup de pays, qui étaient un peu polyglottes et qui venaient d'horizons un peu différents. Donc voilà, j'ai fait une année de MBA à l'INSEAD en 2002 et Kim était avec moi à l'INSEAD, en tant Qu'est-ce qu'épouse. que c'est que l'INSEAD? L'INSEAD, c'est le Harvard européen pour le Ok, business, quoi. C'est d'accord. École le de MBA un business. peu de référence. Voilà. Ok. Voilà. Puis après, on s'est marié donc avec Kim en l'été 2002. Et puis tout au long de cette année de l'INSEAD, j'ai eu beaucoup de difficultés personnelles. En fait, de nouveau avec des passages difficiles au niveau existentiel, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'incertitudes sur les choix professionnels, beaucoup de plonger dans de plonger dans les affres je sais pas, de la prise de décision ou des affres existentielles quoi, sur qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je pourrais être, qui Où vais-je ou suis-je. cours-je? Dans quelle Voilà, étagère? voilà. Donc ça, c'était 2002. Et puis après j'ai déménagé à Londres euh, en 2003. Je te coupe un petit peu pour Oui, resserrer un petit peu parce qu'en fait, ben voilà. ça part un peu dans tous les sens. Non, pas du tout. C'est tout à fait linéaire. Mais en fait, on a presque plus qu'un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà, il s'est quand même passé quelque chose de très, très important dans ta vie il y a exactement un an qui a, j'allais dire, complètement bouleversé. En tout cas, de ce que je connaissais, moi, je croyais que ça avait complètement bouleversé euh, ton regard, de ce que j'entends là, puisque je te découvre en t'écoutant. Je me rends compte que c'est finalement presque qu'une cristallisation, qu'une mise en lumière de ce que tu as pressenti et traversé depuis longtemps. Et donc, il s'est quand même passé quelque chose que je vais te laisser peut-être exprimer il y a un an et qui retrace ton chemin. Oui, en fait, cette tension intérieure, je l'ai gardée de 2002, là, 2003, quand j'étais à Londres, jusqu'à l'année dernière. En fait. Donc, vraiment, jusqu'à l'âge de 46 ans, elle était là, elle était présente. J'ai divorcé entre-temps. J'ai peut-être pas eu la carrière que j'aurais pu avoir si j'avais été plus en harmonie avec moi-même. Donc, elle a été un frein. Elle a été aussi une source de richesse et elle était dans ma personnalité et à un certain niveau je la porte peut-être encore mais et puis en fait cette tension intérieure elle est arrivée à un état de paroxysme euh, et puis il y a un an j'ai été
de manière complètement inattendue, diagnostiqué d'un cancer, qui, à mon sens, en tout cas, c'est en partie ma perception, c'est que je pense que il est lié, l'apparition de ce cancer est liée à cet état intérieur que j'ai pu avoir pendant des années. Et j'ai perdu un œil. Puisque j'ai eu un cancer, un mélanome de l'œil gauche. Et en fait, depuis, je me bats contre la maladie, puisque la chose n'est pas complètement finie, loin de là. Mais j'ai gagné beaucoup, en fait. Depuis que j'ai perdu cet œil, j'ai gagné... j'ai gagné en paix intérieure. Je n'ai plus ce tiraillement interne. Et en fait, je me suis même senti libéré quand j'ai perdu mon œil. Quand j'ai été diagnostiqué, comme si je pouvais enfin être moi-même. Et donc, comme quoi la vie peut prendre des détours inattendus, d'une brutalité extrême. Mais pour moi, ça a été vraiment libérateur, parce que cette tension intérieure, elle a disparu, et j'en suis reconnaissant. J'espère pouvoir vivre longtemps, on verra. Je me bats, mais en tout cas, la dernière année que j'ai vécue, c'est une des plus belles années que j'ai pu vivre dans ma vie. J'ai d'abord, bien entendu, beaucoup réfléchi à moi-même et à ce qui m'avait conduit là où j'en suis. Puis j'ai aussi fait beaucoup de chemin personnel. Puis j'ai participé à des groupes, j'ai fait des expérimentations sur moi-même, pour essayer d'accéder à des niveaux de conscience différents, à m'ouvrir à la lumière, à m'ouvrir à la vie de manière très différente. Et j'ai une sorte de... la peur que je pouvais avoir en moi, je crois qu'elle est partie, en fait. En tout cas, je la sens plus au quotidien comme je l'avais. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai sur le mur No Fear. Là, c'est un peu... une injonction, mais c'est aussi un peu une affirmation. Et je suis beaucoup plus rasséréné, et je crois qu'il a fallu que j'arrive à un point de non-retour extrêmement brutal pour que, pour que je puisse trancher certains nœuds, et que je puisse dénouer, dénouer des nœuds intérieurs. Et donc, pour moi, ça a été une bénédiction d'une certaine manière, même si, bien entendu, au quotidien, je suis invalidé et que je ne sais pas trop où je vais dans ma lutte contre cette maladie. Mais j'ai le cœur beaucoup plus ouvert et je suis beaucoup plus en phase avec moi-même, et j'ai plus d'acceptation, en fait, de qui je suis. Je crois que j'avais une relation, en fait, très conflictuelle avec moi-même. C'était non seulement parce que objectivement j'avais du mal à trouver ma voie et j'ai faisais le grand écart entre plusieurs choix, etc., mais aussi j'avais pas de relation apaisée avec moi, donc j'avais pas d'amour de moi, en fait. J'ai repensé beaucoup à cette distinction que fait Rousseau entre l'amour propre et l'amour de soi, dans les Confessions, je crois. Et l'amour propre, c'est l'ego. Et l'amour de soi, c'est pas l'ego, c'est l'amour de l'être humain qui est en soi. Et donc, c'est l'amour c'est juste de s'accepter, de s'aimer comme on est, de pas vouloir être un autre, de constater la grâce de la vie, d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on nous a donné.
Et donc ça, j'arrivais pas à le sentir. Comme j'étais toujours en décalage, je coïncidais jamais avec moi-même et donc j'arrivais pas à être à m'accepter quoi. Et depuis un an, ces choses sont plus posées et donc je me sens mieux quoi. Je me sens mieux, c'est tout simple. Je me sens mieux, c'est comme si littéralement je voyais mieux avec un seul œil et et je vois que les choses à travers la moitié du verre qui est à moitié pleine en fait. Il me reste un œil, Deux verres. j'ai pas perdu les deux. C'est intéressant quand même, parce que tu regardes la vie à travers le verre à moitié plein, et je dis, c'est justement, tu as un œil de verre. Voilà. C'est assez magnifique, il y a quelque chose de... Il y a vraiment une transformation, enfin pas une transformation, oui, comme tu dis, une acceptation, une rencontre. Mm. Une rencontre. Et est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, est-ce que tu pourrais répondre à la question qui suis-je? Qui je suis? Ouf, qui suis-je? Tu as dit, le cancer m'a permis de retrouver, d'accepter qui je suis, d'être enfin moi-même. Et alors, qui es-tu? Bah, Qui es-tu? je pense que j'ai des intérêts dans beaucoup de domaines, j'ai des capacités dans beaucoup de domaines. Et donc, au lieu de vivre ça comme une source de conflit, de tension, je le vis plus comme une richesse, en fait. Et, et j'essaie pas de résoudre une équation impossible, j'essaie juste d'écouter mon cœur, en fait. Donc, souvent on est dans sa tête, en tout cas moi j'ai beaucoup été dans ma tête, et puis on peut être parfois que dans son corps ou que dans sa tête, mais on est rarement dans son cœur en fait. Et donc moi ce qui a été ouvert, et c'est pas ce que je suis, mais c'est ce que je vis et ce qui me défie, ce que j'essaye de suivre et ce qui me donne un sens et donc peut-être qui me définit plus aujourd'hui. Si j'essaie de répondre à la question, c'est que j'essaie d'être plus en accord avec la voix du cœur, où en fait, si on l'écoute vraiment et qu'on est à l'écoute de sa voix intérieure, on peut trouver, on peut se trouver. Et donc, j'ai j'ai longtemps nié cette écoute, je l'ai longtemps. Voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas si je peux me réduire à une identité ou une essence, je suis, je sais, mais je suis quelqu'un qui est vraiment, qui éprouve de la gratitude en fait, tous les jours pour la vie. C'est très très beau, merci, merci de poser ces mots comme ça. J'ai juste envie de laisser un tout petit temps d'accueil, voilà, Ouais. de cette gratitude. Parce que, ouais, c'est pas rien d'avoir une gratitude tous les jours, ressentir la gratitude de sa vie. Et est-ce que tu saurais identifier, tu dis, voilà, j'écoute mon cœur. Concrètement, si on veut en parler, si on veut pourquoi pas se nourrir aussi de ton histoire, de ton expérience. Pour toi, c'est comment écouter la voix du cœur concrètement? Quels sont tes indicateurs? C'est une bonne question.
La respiration, c'est un bon indicateur. Plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, la respiration n'est pas que physiologique, ou alors c'est un indicateur physiologique qui est vraiment le lien entre le cœur, le corps et l'esprit. Et quand on est dans un état de fatigue, quand on est dans un état d'anxiété, quand on est dans un état de stress, etc., la respiration en fait n'est plus harmonieuse. Et donc quand j'arrive à avoir une respiration plus posée et que je sens que les battements de cœur sont réguliers et que les fréquences sont régulières, généralement, c'est un bon indicateur pour moi que je suis dans un état sain et porteur de vie. Donc, et voilà, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'en fait, j'ai peut-être une attention au moment présent, moins de précipitation, plus de temps accordé, plus d'attention aux petites choses de la vie, en fait. Que ce soit préparer un repas, que ce soit m'occuper de mes enfants, réparer un vélo pour mon fils. En fait, la vie est faite de petites choses. Donc, c'est l'attention qu'on porte à ces petites choses qui ensuite, quand on se retourne et qu'on regarde ce qu'on a fait, les moments dont on parle, dont on se souvient, c'est souvent voilà, ces moments où on avait une présence aux autres, une présence à soi-même. Et puis, en fait, ce qui m'est apparu clairement, plus clairement ces 12 derniers mois, en faisant face à la finitude de mon existence potentielle, et puis en faisant des lectures, et puis en réfléchissant à cette voix du cœur, en fait, c'est que si on va à l'essentiel, vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire ce dont on a envie sur son lit de mort ou ce dont les autres se remémoreront une fois qu'on sera parti, eh bien, en fait, il reste que l'amour. C'est ça l'essentiel. Donc, la voix du cœur, c'est pas l'amour sentimental, mais c'est l'amour, c'est d'aimer, c'est gratitude, quoi, d'aimer, d'être comme un feu qui réchauffe et qui éclaire. C'est pas tellement l'amour sentimental, parce que la vie peut être très dure. Je suis le premier à m'en rendre compte et à le vivre. C'est, je sais pas, j'aime bien la métaphore du feu, parce qu'en fait, j'y ai beaucoup pensé ces derniers temps, parce qu'en fait, le feu, et c'est une métaphore qui est vieille comme le monde, mais qui est vraiment très forte, parce qu'elle réchauffe, elle rassemble, le feu éclaire, mais il brûle aussi. Et donc, il nous montre la voie, il nous rassemble autour d'un feu, il nous éclaire, il nous montre la voie, et puis il nous réchauffe, il nous donne, quand on est réchauffé par un feu de camp ou un feu de cheminée, ben on a l'impression de faire partie d'une vague de chaleur qui est plus grande que nous, qui nous dépasse. Et l'amour, c'est ça, c'est comme un feu. Voilà. Une vague de chaleur plus grande que nous. Merci Romain de cette ouverture, de ce partage à cœur ouvert, justement, de cette voix du cœur, de cette histoire, voilà, de cette histoire offerte. Avec le cœur. Avec le cœur. Avec le cœur. Est-ce que... Merci voilà. Isabelle. Ouais, je t'en prie, c'est voilà, très beau
je suis très touchée de ce que tu as su offrir. Je te remercie. Et est-ce que tu veux me dire une dernière chose pour terminer cette rencontre? Quelque chose voilà, de plus, de différent à offrir voilà, à ceux qui pourront regarder là? Bah, j'ai envie d'encourager les autres à écouter leur cœur, en fait. C'est tout. Moi, j'ai pas de leçons à donner ou de modèle à proposer. Chacun peut trouver sa voie, mais on a tous cette voie du cœur, elle est ouverte à tout le monde, en fait. La respiration, ça peut nous aider à nous engager sur la voie du cœur. Donc, c'est peut-être une manière un peu pratique de s'ouvrir à ça. Et sinon, de vraiment écouter son cœur, fondamentalement respecter qui on est et de s'ouvrir aux autres et d'être bon, d'être reconnaissant de ce que la vie nous apporte dans ses côtés les plus magiques et les côtés les plus tragiques aussi, mais d'être reconnaissant. Il y a du bon à prendre dans toute expérience. Bon, bah écoute, la technique s'est substituée à nos décisions. Voilà, c'est revenu. Il y a eu ta vidéo qui s'est arrêtée 1 minute. En tout cas, merci, merci, merci Romain. Je vais arrêter là l'enregistrement et merci pour ce que tu as apporté. Merci Isabelle.